Pour d'évidentes raisons de santé concernant la COVID-19, je dois vous aviser qu'aucun déplacement ne sera possible en cas de témoignage ou d'enquête pour aucun de nos membres. Nous vous remercions de votre compréhension. Restez quand même aux aguets. Les mises à jour sur les comptes ODH-TV2 et ODH-TV Archives sur YouTube vont continuer. Prenez soin de vous. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France qui, comme son nom l'indique, va vous partager les dernières actualités ufologiques qu'il y a eu en France dernièrement. Je suis actuellement dans le département de l'Aveyron, juste à côté du château de Pérus-le-Roc. Un très beau site médiéval que je vous conseille de visiter si vous êtes dans les parages. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Premièrement, je tiens à m'adresser aux personnes qui viennent de découvrir cette vidéo JT OVNI en France et qui ont été attirées visuellement parlant par l'image d'illustration OVNI dans l'Aveyron. Si vous pensez que ce sont des vidéos récentes d'observation d'OVNI dans ce département, vous vous trompez. Dans chaque édition du JT OVNI, nous vous partageons une étude des observations d'OVNI dans l'histoire d'un département. Cette fois-ci, c'est donc l'Aveyron. Deuxième rappel, nous comprenons tout à fait que certains puissent ne pas apprécier une personne ou les propos d'une personne interviewée. Mais si nous devions, avant d'interviewer un ufologue ou toute autre personne s'impliquant dans notre domaine, prendre en compte les goûts, les amitiés ou inimitiés, les rancœurs de chacun, les conflits des uns et des autres, il est fort à parier que nous n'aurions plus personne à interviewer. Et n'oubliez pas deux choses importantes, chers ODH Notes, le respect et la tolérance. Mais attention, lorsque nous parlons d'OVNI, c'est un acronyme. Cela ne veut pas dire forcément extraterrestre, comme j'ai pu le voir en commentaire dernièrement. OVNI signifie objet volant non identifié par le ou les témoins. La théorie ou l'hypothèse extraterrestre est une hypothèse parmi tant d'autres en ufologie. Au sommaire de cette édition, dans un premier temps, je vais vous partager le programme 2020 des émissions JT OVNI en France. Puis, l'actualité de la page Facebook d'ODH TV présentée par la modératrice. Dans le courrier des ODH Notes, Rémi Fauchereau, ufologue, président de l'association d'études des phénomènes aériens, mais également reporter pour le département de l'Yonne, répond à un commentaire d'un auditeur. Dans l'astuce de l'enquêteur, vous retrouverez Gilles Durand, membre de l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, qui va vous parler des choses à faire et à ne pas faire au cours d'une enquête. Jean-Louis Perrault, ufologue et membre du Sceau, répond à la question de cette édition. L'actualité OVNI en France vous sera présentée par Rémi Fauchereau, et dans la dernière partie, je vous partagerai une deuxième étude des observations d'OVNI dans l'histoire du département de l'Aveyron. Mais passons dès à présent aux infos d'ODH TV. Tout comme dans la dernière édition du Matin OVNI, je vais vous transmettre les nouveautés 2020 des émissions JT OVNI en France. Ainsi, dans chaque édition, vous découvrirez l'actu de la page Facebook d'ODH TV présentée par la modératrice. Mais également les brèves de rendez-vous ufologiques. Ce sont des séquences, des petites interviews qui n'ont pas été diffusées dans les années 2010 et qui seront diffusées dans les prochaines éditions au fur et à mesure. Concernant les dossiers de chaque édition du JT OVNI, rien ne change. Ce sera toujours des études, des observations d'OVNI ou de PAN dans l'histoire d'un département, avec les interventions d'ufologues, de témoins, de veilleurs de ces secteurs étudiés. Je tiens à répondre à une question que j'ai reçue dernièrement. Oui, il y a un retard conséquent dans l'envoi des vidéos d'ODH TV.
Pour exemple, le reportage sur le congrès ufologique de Torriglia en Ligurie qui s'était déroulé en octobre 2015 n'est toujours pas en ligne. Il sera diffusé sur le compte ODH TV Archives cette année. Et il va avoir aussi le rattrapage de tout ce retard accumulé ces dernières années. Bonjour cher ODH Note, je viens à vous aujourd'hui avec de l'information nous concernant. ODH TV est une association de faits. Cela signifie entre autres que les membres ont des opinions, que ces opinions sont toutes relativement différentes, mais qu'ODH TV en tant que tel fonctionne sur une base de neutralité. Ainsi, lorsque nous nous entretenons avec des ufologues ou tous autres invités, il faut toujours prendre en compte que leurs propos sont les leurs seulement. Ils ne représentent jamais ODH TV ni ses membres. Nous vous remercions de votre compréhension. Commentaire reçu sur le compte ODHTV2 en dessous de la vidéo Ce que pense un ufologue avec Rémi Fauchereau, la version 2019 de ton interview, Rémi. Alors, l'utilisateur est Goku Wanted. Il a écrit ceci. Bonjour, oui, merci à monsieur Rémi Fauchereau et à vous aussi. J'ai pratiquement vu toutes vos vidéos et j'aime bien les interventions de monsieur Fauchereau. Merci à ODHTV. Qu'aurais-tu à dire à cet utilisateur ? Eh bien, je le remercie et ça fait très plaisir et c'est très encourageant pour continuer dans ce domaine-là. Ça me fait plaisir aussi pour ODH TV parce qu'on travaille tous les deux en vidéo et ça fait des années qu'on travaille ensemble et donc quand on reçoit des commentaires comme ça, c'est vraiment très encourageant pour nous permettre de poursuivre dans ce domaine et de faire de nouvelles vidéos qui vont passionner encore, je pense, pendant longtemps des gens comme cette personne. Finalement, ça va faire partie de l'histoire, de l'ufologie, ce confinement, cette pandémie, même de l'histoire mondiale, hein, comme tu le sais, Rémi. Est-ce que l'ufologie va résister ? Si les ufologues sont pas touchés, oui. Mais si par hasard, par le grand malheur des hasards, les ufologues venaient à être touchés en masse et donc à décéder, par exemple, eh bien ça porterait un coup assez sérieux, peut-être pas fatal, mais sérieux à l'ufologie, c'est sûr. Donc que les ufologues, s'ils veulent continuer l'ufologie, si c'est leur passion, qu'ils se préservent déjà rien que pour ça. Autre question, est-ce que certains ne vont pas se détourner de l'ufologie et faire, je sais pas, profiter de la vie ? Je ne sais pas s'ils ont vraiment ça en passion, si c'est vraiment leur passion l'ufologie, ils passeront au travers du Covid-19, je crois. Alors Gilles, peux-tu nous parler des choses à ne pas faire en enquête ? Surtout, c'est influencer le témoin. C'est lui imposer des questions fermées. Du genre, est-ce que entre les 3 points lumineux, vous avez vu un triangle ? Voilà. Ou alors, vous voyez un ballon, le gars vous a dit au téléphone, il y avait une formation d'objets orangés. Vous arrivez dans son jardin et par le plus grand des hasards, il y a un ballon orange au sol. Et vous arrivez et vous dites au gars, c'était gros comme ça ? Bah non, on dit pas ça. On dit on n'en parle pas du ballon, on l'ignore et quand on interroge le témoin, on lui dit quelle est la taille que vous estimez de votre phénomène. Hein. Ensuite, on peut lui présenter un comparateur et essayer de lui faire voir, lui faire dire à travers le comparateur quelle était la taille qu'il pense être celle de son phénomène. C'est pas un phénomène trop compliqué, parce qu'après c'est des trucs très compliqués, on passe à autre chose. Des questions ouvertes, c'est-à-dire déjà demander au témoin de raconter ce qu'il a vu, hein, du début jusqu'à la fin. Alors au GEPAN, il y a le questionnaire inversé, c'est-à-dire qu'en fait le témoin doit raconter ce qu'il a vu de la fin au début. Hein,
pour voir s'il ne se contredit pas. C'est quand même assez intéressant et je dirais que c'est une méthode qui n'est pas appliquée par tous les ufologues, hein, c'est loin de là, et même je dirais qu'à part le Japon, j'en connais pas d'autres qui l'appliquent. Enfin, je connais pas tout le monde non plus. Quel conseil donnerais-tu aux futurs passionnés et ufologues ? Oh, il n'y a pas de conseil. Suivez votre instinct. Réfléchissez. Comme disait Jean-Pierre Petit, pensez par vous-même, sinon on pensera pour vous. Dans ce domaine-là. Et surtout, ne craignez pas d'affronter la réalité. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette émission, l'actualité OVNI en France. Je tiens à rappeler tout de même que ce sont les notifications, les témoignages reçus dernièrement dans les associations ou les groupes d'enquêteurs ou les enquêteurs eux-mêmes en France. Ce ne sont pas forcément des cas récents, ce peut être des cas anciens, comme expliqué au cours des nombreuses vidéos d'ODH TV. Je vous retrouve à présent non loin du village d'Été-la-Sauvin, en compagnie de Rémi Fauchereau, donc dans le sud du département de l'Yonne. Alors Rémi, que s'est-il passé dans ce village ? Dans ce village, à proximité d'Été-le-Sauvin, se trouve une ferme isolée où dans les années 50, à peu près 50, entre 50 et 60, s'est déroulé un événement assez inexpliqué. C'est-à-dire que la personne que j'ai rencontrée, qui habite Guerchy maintenant, avait environ 60-70 ans, et puis elle m'a dit qu'à cette époque-là, cette personne qui avait 5 ans, avec sa grand-mère, ils avaient vu tout autour de la ferme, en plein milieu de la nuit, vers les minuit, 1h du matin, des boules blanches, des grosses boules blanches qui tournaient autour de la ferme à une vitesse vertigineuse et qui sont parties en direction de Clamecy, après d'Entrain, etc., Clamecy en train. Et puis c'est tout ce qui s'est passé, ça a duré pas très longtemps, mais c'était pas la Lune, confusion avec la Lune, une méprise avec la Lune, ça bougeait, et ça bougeait très vite. C'était vraiment des boules ou c'était des lueurs ? Ah non, c'était des boules, c'était c'était bien rond, comme la pleine Lune, il m'a bien parlé de boules lumineuses, oui, et c'était assez gros, assez gros comme un ballon de foot à peu près. Donc ils étaient 3, mais il y avait 2 enfants et donc une personne âgée, oui. Passons dès à présent à la troisième et dernière partie de cette édition, le dossier. Je vais vous faire part d'une deuxième étude des observations d'OVNI dans le département de l'Aveyron. Mais comment est le phénomène OVNI dans ce département ? Y a-t-il plus de rencontres rapprochées du premier type, de lumière nocturne, disco diurne, de rencontres rapprochées du deuxième type ou du troisième type ? Comment est l'ufologie dans ce département ? Commençons tout d'abord par la carte des observations et nous poursuivrons par quelques cas de LN, DD et RR1. Le phénomène OVNI, ou phénomène aérien non identifié dans le département de l'Aveyron, est constitué de LN, DD. Lumière nocturne pour LN, disque diurne pour DD. Observation donc d'un phénomène à plus de 150 mètres du ou des témoins. De rencontres rapprochées du premier type ou RR1. Observation d'un phénomène ou de plusieurs phénomènes à moins de 150 mètres du ou des témoins, en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un phénomène au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte, comme la fameuse affaire des boules de l'Aveyron ou de l'affaire Roro. Il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type. Cependant, cette RR3, donc observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités, n'a peut-être rien à faire dans une base de données ufologique puisqu'il n'y a pas eu d'observation de phénomène ou d'objet. Il y a juste observation d'une entité.
Il y a également un phénomène assez curieux du côté du nord-ouest du département, classé en phénomène insolite ou inexpliqué, donc en rouge sur la carte. Mais commençons tout d'abord par les cas d'OVNI dans l'histoire, présentés par Gilles Durand, qui vous ouvre encore une fois son Histocat. 9 mars 1768, Villefranche, devenue Villefranche de Rouergue. Un météore composé de 2 boules de feu reliées latéralement par une sorte de nuage. Donc, l'abbé Richard, Histoire naturelle de l'air et des météores, tome 2, 1771, page 184. 1936, pas de lieu précis en Aveyron. Des paysans voient des étoiles danser. C'est extrait de Michel Bougard, La chronique des ovnis, donc ça ne fait pas partie du fichier, c'est non intégré parce qu'on n'a rien d'autre. Avec ça, tu vas loin. Donc, en Aveyron, mais il n'y a pas de lieu précis. Hein. Le 2 septembre 1945, le lieu précis n'est pas connu. Chute de, entre guillemets, papillons multicolores, puis 4 ou 5 comètes tournant autour des étoiles. Enquête de Jean Chassaigne, condensé d'enquête LDLN. Le 14 septembre 1954, depuis la commune de Vabre-Tizac, le témoin est attiré hors de chez lui par un bruit étrange. Il fait le tour de sa ferme lorsqu'il voit s'élever, au-dessus de lui, à grande vitesse, un objet qui présentait à sa partie inférieure un cercle lumineux. D'autres témoins auraient décrit l'objet sous la forme de 2 grands anneaux brillants superposés. Source, lumière dans la nuit et le midi libre. Le 12 octobre 1954, depuis la commune de Pont-de-Salars, observation d'un disque entouré d'un large cercle lumineux à l'éclat insoutenable. Source, Le Figaro du 13 octobre 1954. Dans la nuit du 5 au 6 mai 1974, depuis la commune de la Cavalerie, des gendarmes mobiles observent une forme lumineuse changeante. D'abord une sphère, puis un rectangle aux angles arrondis. Elle dégage une forte luminosité blanche et évolue sans bruit. Source, le livre OVNI premier dossier complet de Michel Figuet. Le 11 août 1974, depuis la commune de Salles-la-Source, 4 personnes voient un objet ovale brillant à environ 1000 mètres d'altitude, pendant un long moment. Source, le Midi Libre du 13 août 1974. Je vous retrouve à présent toujours à côté du château fort de Pérus-le-Roc. Et nous allons à présent aborder un cas particulier de rencontre rapprochée du premier type, même de LN, lumière nocturne, qui s'est déroulée dans la nuit du 13 au 14 septembre 1978, où il y a eu de nombreuses observations, donc de nombreux témoins. Et passons dès à présent à l'étude de ce cas. Le 13 septembre 1978, il est 21h15, depuis la commune de Cassagne-Bégonesse, un témoin observe une boule de la grosseur d'un ballon de football se déplacer dans le ciel. Elle présente une forte luminosité jaune-orangé. L'objet clignote en se déplaçant, et ce clignotement s'arrête quand l'objet fait du surplace. La possibilité de confusion avec un ballon-sonde a été écartée pendant l'enquête, mais pas celle d'un hélicoptère ou d'un avion en phase d'approche. Source, Lumière dans la nuit, numéro 184. À 3h57 du matin, depuis la commune de Barraqueville, le témoin est réveillé par les aboiements de son chien. Il se rend compte que sa chambre est fortement éclairée. Il se lève, regarde par la fenêtre et observe au-dessus des arbres une boule lumineuse blanc-jaune de la taille d'un ballon de football, qui éclaire fortement la cour. La lumière est tellement forte que aucune zone d'ombre n'est visible. Au bout de 15 minutes, le phénomène s'éloigne lentement vers le nord. L'épouse du témoin fait aussi l'observation.
Il essaie d'appeler son voisin par téléphone, mais l'outil semble ne pas fonctionner. Les deux témoins auront très peur au moment de l'observation. À 4 heures du matin, un témoin est en train de rouler venant de Saint-Affrique et allant à Reignac. Il aperçoit depuis la commune de Thiergues, assez bas sur l'horizon, un objet lumineux émettant un faisceau de lumière blanc-jaune à l'horizontale et un autre dirigé vers le bas. Le témoin arrête son véhicule et en descend pour mieux observer. La couleur de l'ensemble est blanc-jaune uniforme. Le faisceau qui va vers le bas éclaire le sol comme un clair de lune. L'objet est assez gros. Le témoin reprend sa route. Je vous retrouve à présent au village de Calmont. Entre Calmont et Rodez, sur la départementale 551, il y a eu une autre observation signalée cette nuit-là, chose que nous allons voir à présent. À 5h45, un témoin roule sur la départementale 551 en direction de Rodez. Quand, arrivé sur la commune de Calmont, il observe un objet lumineux avec une sorte de phare qui vole dans le sens nord-est vers sud-ouest, au-dessus de la vallée de la Noze. Le phare émet un faisceau blanc très vif, portant assez loin et orienté vers le bas. L'objet s'éteint progressivement. À 5h55, 2 personnes dans un véhicule se rendent vers Rodez, sur la nationale 594. Arrivés au lieu-dit Les Farguettes, ils observent un objet en forme de soucoupe de couleur blanc-jaune, très lumineux, émettant 2 faisceaux de lumière. L'un dirigé vers le bas, l'autre vers l'arrière, haut, les deux façon oblique. Les deux font comme un triangle. L'objet perd au bout d'un moment sa forme pour ressembler à un nuage lumineux. Il perd peu à peu sa luminosité et s'évapore progressivement, taille estimée à un avion de tourisme. À signaler que dans le secteur, il y a un aérodrome. Les enquêteurs de cette supposée, entre guillemets, nuit à OVNI, ont rajouté un fait insolite qui s'est déroulé à Galgan à minuit 50. Mais il n'y a pas eu d'observation d'objets, il n'y a pas eu d'observation de phénomènes lumineux, c'est juste le fait que les animaux d'une ferme se sont mis à s'agiter soudainement comme s'ils étaient effrayés. Source, Lumière dans la nuit, numéro 184. Comme vous avez pu le remarquer, les ufologues ont également mis dans cette nuit à OVNI le cas de Galgan. Sauf que le cas de Galgan, il n'y a pas eu d'apparition de phénomène. C'est juste que les témoins ont entendu leur chien aboyer inhabituellement, mais ils n'ont pas vu de phénomène dans le ciel. Donc, cette affaire de Galgan, est-ce vraiment en lien avec la nuit à OVNI du 13 au 14 septembre 1978 ? Quand je parle de nuit à OVNI, je tiens à spécifier que cela pourrait être aussi une méprise, avec quelque chose dans le ciel aussi. Si vous voulez avoir plus de renseignements et donc de détails quant à cette supposée, entre guillemets, nuit à OVNI du 13 au 14 septembre 1978, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra de télécharger gratuitement le numéro 184 de LDLN ou de Lumière dans la nuit. Je vous rappelle que ces Lumières dans la nuit sont à disposition du public, une initiative de l'AFU. Retrouvons à présent l'enquêteur Guy Coatenrock, rédacteur de la Gazette de l'ufologie, qui va vous présenter un cas suspect. C'est un type qui est isolé, tu vois, dans une espèce de maison retirée. Il a une vue sur des collines, des choses comme ça. Et il a filmé des choses, et il a pris des photos. Mais ce qui me gêne, il est peut-être sincère, c'est pas ça, mais ce qui me gêne un peu, c'est que au même moment, quand on s'y trouvait, il y avait des lumières et c'était des cultivateurs qui travaillaient la nuit avec des tracteurs. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui confond? J'en sais rien. En décembre 1982, depuis les communes de Laguiole, Gages, Saint-Jean-le-Froid et Cassagne-Bégonesse, à 19h, au cours de la dernière semaine du mois de décembre 1982, observation d'un objet lumineux de forme ovoïde
se déplaçant à grande vitesse dans une direction sud-ouest-nord-est. Source, le numéro 227-228 de LDLN ou Lumière dans la nuit. Passons dès à présent aux rencontres rapprochées du deuxième type, en jaune sur la carte, c'est-à-dire observation d'un ou de plusieurs phénomènes proches du sol avec, oui ou non, des traces. Un avec cousin de mon épouse, parce qu'on venait de temps en temps, avant d'avoir la maison ici à Albi. Comme on travaillait à Paris, on venait à l'occasion chez ses parents. Et j'avais conversé un soir avec un de ses cousins, et d'un seul coup, il me dit « Si tu veux, un soir, on retournera tous les deux là-bas et tu les verras, il me suffit de les appeler. » Alors il me raconte une drôle d'histoire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle maintenant un week-end, dans une fin de semaine, il part rejoindre un de ses copains parce qu'ils avaient rendez-vous pour aller à un bal. À l'époque, ils habitaient Sauveterre de Rouergue, il n'y avait pas tellement, dans les années 67, de quoi s'occuper pour des gars de son âge, 18-19 ans. Et puis il prend sa voiture et il va chercher son copain à la tombée de la nuit. À un moment donné, il est pris d'une envie naturelle et il arrête sa voiture, il va sur un petit chemin et au moment où il faisait son affaire, il voit des boules translucides sur la route à peu près d'1 mètre de haut qui avançaient à ras de terre. Là, il est paniqué, il fout le camp, il arrive chez son copain, ils expliquent l'histoire. Il était tellement dans un état d'énervement et de panique que le père de son copain et son ami décident de repartir à l'endroit pour voir vraiment qu'est-ce qui lui était arrivé. Arrivés sur place, ils ont vu effectivement les boules. Le père avait pris une lampe électrique parce que la nuit était bien avancée. Et au moment où il commence à faire des sillons, il y a un gros flash et les boules disparaissent. Dans ce secteur, non loin d'ici, entre Lunac et La Fouillade, se trouve un lieu-dit qui s'appelle Roumagnac et où il y a eu de nombreuses observations de boules lumineuses. Il y a eu une enquête assez longue de la part de Georges Mess, Gérard Deforge, Jean-Claude Venturini, mais également Guy Coatenroc de la Gazette de l'ufologie. C'est une histoire qui s'est faite sur une longue période. Ça s'est pas fait en 24 heures, cette histoire de boules. Donc, dans ces collines, dans ce secteur-là, ou même dans cette zone-là, il y a eu des observations de boules lumineuses qui semblaient être posées sur la route, mais des petites boules lumineuses. Et que le principal touché au départ était son père et sa grand-mère. L'histoire de Robert Lortal, pour moi, c'est venu en second plan. Son aventure avec celle qu'il raconte. Les observations ont commencé en juin 1966, aux abords d'une ferme occupée par une famille de 4 personnes, un cultivateur, sa belle-mère, sa femme et son fils. Ainsi, vers 21h30, l'aïeul aperçut de la fenêtre de sa chambre à l'étage d'étranges lumières dans la campagne. C'étaient 3 boules de lumière blanche, hautes à peu près comme 3 têtes d'hommes, qui descendent d'une colline en face, lentement, à travers les champs et les haies, et qui remontent vers la ferme. Elles ne sont plus maintenant qu'à une centaine de mètres de la ferme. Alors la vieille dame prend peur et appelle son gendre, qui occupe la chambre voisine. Celui-ci regarde à son tour. Tout d'abord, il ne voit rien, puis il voit une boule là, une quinzaine de mètres de la maison. Rien d'autre qu'une boule de lumière haute d'1,20 m environ, mais tout à fait ronde, un peu aplatie et qui se tient immobile à quelques centimètres du sol. Puis, soudain, plus rien.
Elle a disparu, brusquement, comme une lumière que l'on éteint, pour réapparaître plus loin, peut-être à 500 mètres ou davantage. Intrigué, le paysan décide d'aller y voir plus près. Dehors, il aperçoit loin, dans un champ, un autre objet lumineux qu'il prend tout d'abord pour un arbre qui brûle, mais il n'y a ni flamme ni fumée. Puis il voit les boules, il en compte 6, qui se déplacent en file indienne, à pas d'homme, allant et tournant, espacées l'une de l'autre de plusieurs mètres. L'étrange carrousel dure ainsi un long moment sous ses yeux ébahis. Les boules rejoignent ensuite un objet vertical, en forme d'obus, comme le baptiseront plus tard les témoins, et vont s'y accrocher, s'y fondre et disparaître. Le témoin n'osera pas s'approcher davantage de l'objet mystérieux, et s'en retournera à la ferme en proie d'une perplexité bien compréhensible. Il semble qu'après ce soir-là, d'autres apparitions se soient produites. Et puis un soir de janvier 1967, alors qu'il se rendait à l'écurie, le père vit à nouveau l'une de ces fameuses boules qui se tenait à quelques mètres de lui près de la maison. Il décida de la contourner, mais lorsqu'il déboucha sur la route pour contourner la maison, la boule était là, qui l'attendait, lui barrant le passage. Mal à l'aise devant l'étrange situation, le témoin se met alors à marcher, dans l'autre direction, suivi par la chose qui se déplace silencieusement à la même vitesse que lui. Et lorsqu'il veut quitter la route pour obliquer dans un chemin de terre, la boule est à nouveau là, surgit soudainement devant lui, comme pour l'empêcher de passer. Sa lumière n'éclaire ni le sol, ni les alentours. Elle ne distribue aucune ombre et ne dégage aucune chaleur. L'idée vient à l'homme de jeter une pierre, de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais devant cette présence absurde, incompréhensible et inquiétante, il n'ose pas. De retour à la ferme, toujours suivi par la boule, il appelle son fils. Mais lorsque celui-ci le rejoint, la lumière a disparu. Cependant, quelques minutes plus tard, le jeune homme, à son tour, voit avec son père une étrange procession dans la campagne, 6 boules alignées, qui se dirigent vers l'objet en forme d'obus, dressé en plein champ. De son sommet tourne un étroit et puissant faisceau lumineux, tel un phare dans la nuit. Les 2 hommes appellent alors la mère et l'aïeul pour venir voir ce spectacle. Mais les femmes apeurées refusent de sortir. Finalement, le fils restera seul à contempler la suite des événements. Il distingue qu'à présent des branches ou des tiges qui dépassent de l'engin, 3 de chaque côté. Puis à un moment donné, il voit une boule sur chaque branche. Elles disparaissent ensuite comme absorbées par l'obus. Quand le jeune homme regagne sa chambre, un peu plus tard, le rayon lumineux éclaire encore la ferme par intermittence. Alors ça, c'est une enquête qui a été initiée par Georges Mess, qui a fait un travail fantastique. Avec Jean-Claude et Georges, on est allé voir Roro, on est resté 3 jours là-bas. On est resté avec lui. Et alors là, moi j'ai été subjugué par l'évidente sincérité et disons les éléments de crédibilité que nous avons pu recueillir dans cette confrontation avec nous. Mais c'est vrai qu'il y avait eu il y a quelques années une BD où il était expliqué ce qui lui était arrivé. Et nous avons eu le personnage avec nous sur le terrain qui, sans note, sans aucun support de quelque nature que ce soit, nous a exactement reconstitué ce que nous avions pu voir dans la BD. Les boules et l'objet mystérieux seront encore aperçus de loin le lendemain et les soirs suivants, jusqu'au 11 janvier. Ce soir-là, le fils voit à nouveau l'obus de sa fenêtre. Il est assez loin, toujours en plein champ. Puis il voit une boule arriver par un chemin, près de la ferme. Elle s'arrête, ensuite au milieu de la route, et reste là un bon moment. Alors, cédant à une impulsion subite, le jeune homme décide de prendre sa voiture et de poursuivre la boule. Dès qu'il démarre, elle se met en mouvement et le précède, paraissant aller à la même vitesse que lui. C'est alors qu'au bout de 500 mètres environ, le jeune aperçoit l'obus ou un autre semblable qui se tient maintenant tout près, dans un pré en bordure de la route. L'obus n'est qu'à une 30aine de mètres du témoin, qui s'est arrêté,
L'objet semble stationné à 2 mètres au-dessus du sol et sa hauteur sera estimée à plus de 13 mètres. Il est d'un blanc lumineux avec une sorte de halo marron vers son sommet. Puis, venant de la surface, d'un étang voisin, voici qu'apparaissent 1 ou 2 boules semblables à la première qui vont se fondre dans l'objet vertical. Comme le témoin allait ouvrir sa portière, un sifflement se fait entendre et la luminosité de l'obus s'accroît. L'objet pivote alors sur lui-même et s'incline à 45 degrés, tandis qu'apparaît à sa base une sorte de buée verdâtre. Il décolle, toujours incliné et de biais par rapport à son axe, avant de disparaître à une vitesse fantastique. Après le départ de l'obus, l'attention du jeune homme se reporte sur la boule qu'il poursuivait. Elle est toujours là, immobile, à présent, au milieu de la route, paraissant l'attendre. Alors il redémarre, et la boule également, et la singulière poursuite reprend. Sous le faisceau des phares, l'éclat de la boule reste inchangé, comme si leur lumière ne portait pas sur elle. Le compteur de la voiture est à 70. Un peu plus loin, le conducteur force la vitesse et fait une pointe à 100 km/h. Mais l'espace entre la boule et le véhicule reste le même. Soudain, juste avant d'atteindre l'embranchement avec une route nationale, le moteur de la voiture s'arrête brusquement, ainsi que les phares. Le jeune homme tire en vain sur le démarreur. Devant lui, la boule s'arrête, un instant, au milieu de la nationale, avant d'aller sauter un fossé pour s'immobiliser dans un champ. C'est alors que le jeune homme aperçoit dans le ciel une lumière qui vient dans sa direction, un objet ovale, une soucoupe, qui descend. La soucoupe va remonter dans le ciel, puis Roro, effrayé, va la voir se précipiter vers le sol. Mais la soucoupe va s'immobiliser à quelques mètres du contact. Puis elle va remonter. Roro va perdre ses sens. Il se réveillera vers 4 heures du matin, étendu dans le fossé, non loin de sa voiture. Celle-ci repartira normalement dès la première sollicitation. Robert aura retrouvé toutes ses facultés. Après ce fantastique épisode, Roro sera sujet à d'immenses fatigues pendant plusieurs semaines, dormant jusqu'à 18 heures par jour, l'esprit peuplé de rêves étranges. Au cours d'une conversation téléphonique, tu m'as dit que c'est le disque avec les 2 coupoles qui t'avait intéressé dans l'affaire de l'Aveyron. Oui. Quand as-tu découvert ce cas ? Je l'ai découvert très tôt, puisque dans les années 76, je le connaissais déjà, puisque j'ai fait le dessin pour les apparitions d'humanoïdes en 77-78. Donc je l'ai connu très tôt, ce cas. Et alors je me souviens plus si c'est dans Mystérieuse soucoupe volante de Lumière dans la nuit et Fernand Lagarde, ou si c'est dans La Lumière dans la nuit. Mais donc il y a eu cette enquête sur les cas de l'Aveyron où on joue à cache-cache avec des boules à droite à gauche dans la nuit. Hein. Et puis à un moment, le témoin principal a vu arriver cet objet avec ces 2 personnages, qui étaient comme dans une sorte de brouillard dans les dômes, si je me souviens bien. Et donc c'est pour ça que je m'étais intéressé à ce cas et que je l'avais intégré dans ma liste. Voilà, ça faisait partie d'à peu près 200 rencontres qu'il y avait à l'époque en France. Mais disons que c'était le point d'orgue d'une longue séquence finalement. L'histoire de boules, c'est intéressant, mais quand ça se termine comme ça, ça va un peu crescendo, quoi. Et donc, y a-t-il du nouveau ? Oui, il y a du nouveau. Donc c'est de cela dont je vais parler un petit instant. Dans cette compilation, donc qui sera, je l'espère, bientôt accessible, donc une documentation complète est présente sur ce dossier, il y a cette vidéo entièrement consacrée à ce qu'a vécu Roro avant son aventure souterraine. Le dossier Roro a été initialement investigué par mon ami Georges Mess, ce qui a justifié en grande partie la publication de son livre OVNI en France, édition Interkeltia, alias Atlante, maintenant. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Retrouvons à présent Guy Coatanroc au téléphone, qui va vous parler d'une autre affaire.
lors d'un des repas, j'allais à Toulouse, puisqu'il n'y avait plus rien dans le Tarn, et j'ai connu un gars qui s'appelait Nicolas Isard. Et puis un jour, il cassait la croûte à côté de moi à Toulouse, et puis on parle. Je lui dis, vous êtes de l'Aveyron? Il me dit, bah oui. Il dit, je suis de Sainte-Véza. Je lui dis, où c'est ce truc-là? Ben, il me dit, c'est sur la route entre de Carmaux, il me dit, sur Pierre-de-Rouergue, par là. Je lui dis, comment ça s'appelle votre truc? Il me dit, la Fouillade. Je lui dis, c'est pas vrai. Je lui dis, c'est là où il y a eu l'histoire de Robert Lortal? Ben, il me dit, oui. Il me dit, je suis né là. Ben, on fait le rendez-vous, on prend un rendez-vous tel jour et on va aller prospecter dans le coin. Ça a commencé comme ça. Et puis un jour, on passe à côté d'une route. Il me dit, bah tiens, on s'arrête là. Je vais te raconter un truc sur mes parents. Un jour, ils ont vu, en rentrant d'une réunion, d'un bal ou d'un truc de cinéma, je sais pas quoi, une boule orange qui se trouvait à cet endroit-là. Je lui dis, comment à cet endroit-là? Ben, il me dit, si, c'est là, c'est exactement là que ça se trouvait. Et j'ai pris une photo, puis j'ai reconstitué la boule orange. Voilà l'histoire. Petite anecdote, avant d'arriver au village de la Fouillade, pas très loin de Saint-André de Najac, vous avez un lieu-dit qui s'appelle la Boule Blanche. La Boule Blanche, j'y suis passé plusieurs fois. Je me suis arrêté et j'ai été demandé à des gens qui étaient là pourquoi ça s'appelait comme ça. Et ils m'ont dit qu'ils n'en savaient rien. Mais j'ai dit c'est récent. Je leur ai pas parlé de l'histoire de la Fouillade, l'histoire à Robert et des boules transfusies. Ils m'ont dit oh là là, ça fait longtemps. Mon père et mon grand-père en parlaient déjà, c'est un lieu-dit qui s'appelle comme ça. Pourquoi? Il faudrait trouver, comme on dit, l'étymologie du lieu, quoi. Hein. Pourquoi ça s'est appelé comme ça, on n'en sait rien. Alors je tiens quand même à signaler qu'au niveau études géo-ufologiques, on n'est pas très loin d'une grande faille géologique, la faille du Rouergue. D'ailleurs, je remercie les membres du forum Les Mystères des OVNIs pour avoir mis cette photo pour signaler qu'il y a une grande faille géologique non loin. Comme vous avez pu le constater, de nombreux ufologues se sont penchés sur l'affaire des boules de l'Aveyron. Mais il y a eu également des contre-enquêtes effectuées par d'autres personnes et publiées dans la revue Approche. Les liens de téléchargement des 3 revues Approche qui parlent de cette affaire sont affichés en dessous de cette vidéo. Je tiens à préciser que c'est grâce à l'affût que l'on a la possibilité d'avoir gratuitement ces revues. Alors il y a énormément de théories dans cette affaire. Certains pensent que les lueurs, les boules, c'était tout simplement des cueilleurs d'escargots de nuit, avec leurs lampes torches. Pour en savoir plus, il suffit de regarder cette vidéo et on comprend très facilement pourquoi Roro a souhaité nous présenter quelque chose qui était vraiment très particulier. Voilà. Donc, allez voir cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à l'affaire des boules de l'Aveyron ou de Roumagnac, ou l'affaire Roro, comme l'appellent certains enquêteurs, vous pouvez ainsi regarder ou consulter ces ouvrages OVNI en France, écrit par Georges Mess, où dedans vous avez une étude complète sur l'affaire Roro, mais également ce livre, Mystérieuse soucoupe volante, écrit par le groupement LDLN, qui date un peu, mais où il y a des informations par rapport aux observations de lueurs. Vous avez également donc les différentes conférences de Maurice Ducasse, membre de l'association OVNI Languedoc, et qui a réalisé des conférences à Nîmes et à Pérols, dont les liens seront affichés une fois que l'association OVNI Languedoc les aura publiés sur leur compte YouTube. Vous avez également de nombreuses sources au sein de l'affût. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le plus en dessous de la vidéo. Vous allez voir tous les liens, dont les choses que je vous ai parlé dans cet épisode. Et dans toutes les vidéos, c'est pareil. Donc, on vous présente juste les sources où vous pouvez consulter les différentes affaires enquêtées par les ufologues. Tout simple.
Bien sûr, je tiens à préciser qu'il y a eu plus d'observations d'OVNI dans ce département. Nous vous en avons sélectionné quelques-uns. Comme vous avez pu le constater avec les différents témoignages partagés dans cet épisode, les phénomènes aériens non identifiés ou OVNI dans le département de l'Aveyron sont essentiellement des rencontres rapprochées du premier type. Il y a quelques rencontres rapprochées du deuxième type, mais localisées du côté de la Fouillade. Mais dans l'Aveyron, c'était surtout les boules. Quand vous vous baladez sur les routes du département de l'Aveyron, vous remarquez effectivement qu'il y a énormément de petits lieux-dits, de petits hameaux. Il y a très peu de pollution lumineuse également. Donc ce sont des zones pour effectuer des veillées d'observation du ciel ou des veillées ufologiques. Mais étrangement, il y a quand même des disparités niveau ufologie dans ce territoire. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le précédent JT OVNI, dont le dossier était une deuxième étude des observations d'OVNI dans le département du Tarn, l'étude géoufologique du Tarn, mais aussi de l'Aveyron, se fera au cours d'une étude globale, c'est-à-dire une étude régionale, une idée envoyée il y a quelques années par un auditeur d'ODH TV, Alex Esco, qui nous avait transmis l'idée de faire un épisode OVNI en Occitanie. Eh bien, pourquoi pas, cet épisode est actuellement en tournage, et ce sera une étude géoufologique de toute la région pour mieux comprendre le ou les phénomènes observés dans ce secteur en fonction de plusieurs paramètres climatiques, géologiques, démographiques, mais également la présence d'ufologues, de passionnés ou d'associations. Information de dernière minute. La réédition du premier livre d'Éric Zurcher, Les apparitions d'humanoïdes, est sortie au mois de mars. Nous en reparlerons dans les prochaines vidéos d'ODH TV du mois d'avril. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette nouvelle édition, dont Guy Coatan-Roch, rédacteur de la Gazette de l'UFO, mais également enquêteur pour LDLN dans les départements du Tarn et de l'Aveyron. Gérard Deforge, ufologue. Je remercie également Gilles Durand pour nous avoir ouvert une fois de plus l'Histocat, donc le catalogue des observations d'OVNI dans l'histoire en France. Je remercie tous les membres de l'équipe d'ODH TV, mais également vous autres, ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux, qui partagent, regardent les vidéos d'ODH TV. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Soyez très vigilants. N'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les routes ufologiques en France, sur ODH TV. Au revoir.